Je me présente, Albert Herskovitch, membre de Mémorial 98, l'association organisatrice soutenue par le collectif VAN, Vigilance arménienne contre le négationnisme, dont je salue la présidente, Seta Papazian, Ibuka, Justice pour les rescapés du génocide des Tutsis en 1994, Marcel Kabanda, la Ligue des droits de l'homme, représentée par Gilles Manson, qui est quelque part, avec son chapeau, l'AFMA, Association Fonds Mémoire d'Auschwitz, avec une délégation particulièrement forte, le CD-Team et des amis. Bien. Cette année, comme vous le savez, c'est le 80e anniversaire. Difficile d'y échapper depuis ce matin d'ailleurs, puisque les flashs à la radio parlent tout le temps de ça, suite à la déclaration d'Édouard Philippe. Donc, on a fait un effort, nous, de notre côté particulier pour ce 80e anniversaire. D'une part, ici, c'est le 5e anniversaire de cette commémoration, un peu particulière qu'on fait dehors chaque année, toujours le 9 novembre, que ce soit un samedi, un dimanche, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid. Il y a eu des années où vraiment on a eu froid. Cette année, grâce au réchauffement climatique et à la catastrophe qui s'annonce, on a moins froid. Et on a fait une conférence, un colloque mercredi à la mairie du 4e avec Tal Brutman, Laurent Joly et Marianne Matar-Bonucci, qui a été particulièrement passionnant, qu'on va bientôt mettre en ligne grâce à la captation qu'a réalisée Bernard-Henri Beccarelli, qui est là encore à nouveau ce soir et qu'on remercie tout particulièrement. Évidemment, cette année, on dit ça chaque année, on se casse la tête pour trouver un lien avec l'actualité, avec la nuit de cristal. Cette année, c'est pas très difficile. D'abord à cause de la vague d'extrême droite qui est en train de traverser le monde entier, du Brésil à l'Italie, de la Pologne. En Pologne, dans quelques jours, il y aura la marche de l'indépendance, le 11 novembre, le 100e anniversaire. Or, l'an dernier, cette marche de l'indépendance a été un moment de déchaînement nationaliste, antisémite extrêmement grave. Et puis, évidemment, des États-Unis, où il y a là aussi une vague d'antisémitisme extrêmement importante et raciste, qui s'est encore accentuée après la tuerie de Pittsburgh, comme le rapportent tous les médias américains, une augmentation des phénomènes de haine. En France, on a cette année une sale affaire de révision historique pratiquée par le président de la République, qui, pour une raison qui pour l'instant mérite réflexion, a éprouvé le besoin de revenir à la situation qui existait il y a quelques dizaines d'années, d'une indulgence pour Pétain, le grand soldat de la Première Guerre mondiale. Il a dû reculer devant le scandale qu'il avait provoqué, mais il a éprouvé le besoin de... Moi, je l'ai nommé dans le thème est peut-être un peu fort, d'un dernier crachat en évoquant la police de la pensée, un terme très connoté. La police de la pensée, c'est un terme très très connoté, c'est le terme des révisionnistes. Il a éprouvé le besoin de recourir à ce terme pour expliquer qu'on ne l'empêcherait pas de rendre hommage à Pétain, etc. Et puis, ce matin, comme tout le monde, vous avez entendu la déclaration d'Édouard Philippe, destinée un petit peu à atténuer la portée catastrophique des propos d'Emmanuel Macron, évoquant la gravité des actes antisémites, plus 69% depuis le début de l'année, et évoquant dans son texte la nuit de cristal à plusieurs reprises, le bris de cristal, etc. etc. Et d'ailleurs, à ce sujet des violences antisémites, je pense qu'il est important que dans ce lieu, dans le 11e arrondissement, qu'on marque la mémoire de Madame Mireille Knoll, qui a été assassinée tout près d'ici, c'est vraiment à 2 pas, il y a quelques mois, suite à quoi il y a eu la marche blanche. Son domicile se situe vraiment à proximité.
dans le même arrondissement et à proximité aussi de l'endroit où Ilan Halimi a été tué et ouvrant un cycle de violence antisémite, et dans le même arrondissement, bien que ça soit un peu plus loin, que Madame Sarah Halimi, qui a été tuée elle aussi, avec toutes les difficultés qu'on connaît autour de la définition du caractère antisémite de ce qu'il a touché. Donc, après ces propos du Premier ministre, nous voulons des actes. Il y a quelques jours, Robert Faurisson est mort, sans avoir jamais passé un seul jour en détention, malgré la gravité des charges contre lui et leur récidive. Il y a actuellement une vague de graffitis en l'honneur de Faurisson un peu partout, sans doute une consigne nationale, mais la presse, en tout cas sa figure, nous on l'a mis en valeur, dans un coin perdu du Béarn. Il y a toute une vague de Faurisson avait raison, la Shoah c'est une tromperie, et on voit donc que cet homme, même mort, continue à inspirer l'antisémitisme. Soral, qui a rendu hommage bien évidemment à Faurisson, a pu écrire à propos de la mort de Simone Veil, puisqu'il y avait une certaine émotion. Maintenant, quand une vieille juive crève, je cite les termes explicitement, maintenant, quand une vieille juive crève, on rattache ça encore à la Shoah. Si vous regardez, si vous avez le cœur bien accroché, que vous regardez son site, vous verrez que il y en a comme ça tout le temps. Dieudonné aussi a rendu hommage à Faurisson. Évidemment, il y a de quoi, puisqu'il avait fait venir au Zénith et lui avait remis le prix, un prix extraordinaire. Et puis, il y a le fameux site dit démocratie participative, le site de Boris Lelay, que nous connaissons déjà depuis très longtemps, qui serait au Japon, et qui est sans doute aujourd'hui le site peut-être le plus virulent dans l'antisémitisme, qui a attaqué les gens d'SOS Méditerranée, Jean-Yves Abécassis, le porte-parole, en lui collant une étoile jaune, et d'autres, hein, et bien d'autres, l'avocat Dreyfus de Grenoble, et récemment à propos du 17 novembre, qui a publié une caricature qui a été reprise un peu partout sur Macron, Rothschild, etc., etc. Le site démocratie participative, un des pires, est bloqué en Belgique, mais il ne l'est pas encore en France. Alors il semble qu'il y a des complications, nous dit-on, judiciaires, que les fournisseurs d'accès Internet ont été convoqués, etc. Mais le fait est qu'il est bloqué en Belgique. Il y a en France une concentration de propagande haineuse, raciste, puisque le site démocratie participative est très virulent contre tous les gens d'origine africaine et noire, qu'il insulte matin, midi et soir, mais il y a une concentration extrêmement importante dans un pays qui a connu la collaboration et dans un pays qui continue à se débattre avec des problèmes récurrents d'antisémitisme, de négationnisme, pas simplement à l'égard des Juifs, à l'égard aussi d'autres génocides. La parole sera donnée ensuite à d'autres. Et donc on voudrait des actes, alors que des échéances politiques importantes s'ouvrent au niveau européen et français, les élections, etc., avec un risque d'extrême droite extrêmement fort, pas besoin de vous l'expliquer. Et donc, pour nous, ce rassemblement, ce n'est pas simplement la mémoire, bien que la mémoire de la nuit de cristal, qui a vraiment ouvert la voie à ce qui allait venir ensuite. D'ailleurs, lors de notre conférence, Tal Brutman, un des historiens présents, nous a signalé que, contrairement à ce qui était dit jusqu'à maintenant sur le nombre de victimes qui s'élevait entre 90 et 100, il nous a précisé que les travaux des historiens allemands parlent plutôt de 1100 victimes lors de la nuit de cristal, et encore le nombre de suicidés, parce qu'il y a eu énormément de suicides, de gens qui se sont jetés par les fenêtres, n'est encore pas connu, n'a pas été répertorié complètement. Et donc, c'est quelque chose qui reste encore à explorer. Voilà, on veut des actes et on veut
se mobiliser et combattre. Et maintenant, je voudrais donner la parole aux différents intervenants. De Marcel Cabanda, c'est ainsi, elle a envie, mais elle est fatiguée. Et sa seule présence, comme je lui ai dit, est une prise de parole. Nos amis de l'AFMA, de la Ligue des droits de l'homme, si Gilles veut dire quelques mots. Et à tous et toutes qui sont présents ici, il y a une personne qui veut lire un poème qu'elle a écrit pour l'occasion. Donc voilà, la parole est libre. Comme à chaque fois que nous faisons ce rassemblement, tout le monde peut prendre la parole et dire ce que cet événement lui inspire. Merci. Je passe la parole. Non, mais c'est bon, on va pas s'applaudir entre nous. Je passe la parole à Marcel. Viens ici. Hein? Bonsoir. Bonsoir Albert. Je te remercie pour ta fidélité. Ta fidélité à cette mémoire et aussi ta fidélité à cet endroit. Ta fidélité qui fait que tu nous réunisses ici chaque année, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau. Il fera beau, mais ce soir il fait beau. Alors, tu dis, il nous faut des actes. Mais quel acte tu veux? Qu'est-ce que tu souhaites? C'est vrai qu'on ne peut pas ne pas penser ce soir à ce qui s'est passé il y a 80 ans et ne pas le relier à ce qui s'est passé le 27 octobre dans cette ville américaine de Pittsburgh. Parce qu'encore une fois, on s'introduit dans une synagogue, on assassine les gens, et c'est pas un assassinat, c'est pas un fou. Il agit au nom d'une pensée bien structurée et très connue, puisqu'il déclare qu'il faut exterminer les Juifs du monde entier. Donc le programme, il est le même, c'est un fou. C'est quelqu'un qui parle, qui fait des choses auxquelles il croit. Et alors on se dit, mais alors 80 ans après, la même chose peut se reproduire. Pourtant, nous avions entendu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale ces déclarations que l'on répète encore dans des discours enflammés, plus jamais ça. Eh bien, pour qu'il n'y ait plus jamais ça, il faut plus que des discours, il faut des actes. Mais encore faut-il dire lesquels. Ce que je crois, c'est que dans un premier temps, je pense qu'il y a une tolérance. Il y a une tolérance à l'égard des mots, vis-à-vis des mots. Comme si ces mots ne traduisaient pas des pensées. Et ce sont des pensées pas comme les autres. Pardon. Ce sont des pensées de haine. Ce sont des pensées qui sont c'est pas de simples enveloppes, mais ce sont des pensées porteuses d'actes. Les mots, comme ce dont tu nous rappelais, de Sorar, Dieudonné et autres, ben, ces mots-là portent quelque chose, portent une pensée, diffusent une pensée, et cette pensée se diffuse, et dès lors qu'elle est diffusée librement, sans entrave, eh bien, elle peut aussi déboucher sur des actions meurtrières comme celles que l'on a connues ici en Europe. On ne peut pas ne pas penser ce soir aussi que dans 2 jours, ce sera le centenaire de l'armistice. Il y a 100 ans, c'était la fin, on signait la paix, la fin de la Première Guerre mondiale, mais on ne peut pas ignorer que pendant cette guerre, ce qui s'est passé pendant cette Première Guerre mondiale, c'est le génocide des Arméniens. Et comment penser le centenaire sans penser à cet événement? Est-ce que le fait de penser le centenaire sans penser à cet événement n'est pas une manière de lui donner une valeur positive, ou au moins de le banaliser, et en le banalisant, de permettre qu'il se répète quelque part? Je pense que ce serait véritablement le moment. Le président de la Turquie sera peut-être parmi les invités. Ce serait le moment que les politiques un peu
cesse de faire juste des déclarations, de constater que l'antisémitisme, eh bien, c'est vrai, est de plus en plus virulent, mais aussi d'agir contre, et d'agir en commençant par eux-mêmes, qu'ils soient eux-mêmes capables de dire ou de sanctionner clairement, ou de prendre des positions claires sur certains faits, de ne pas hésiter à qualifier des crimes, de se poser véritablement des questions pour savoir est-ce que cette vieille femme, cette vieille dame a été assassinée parce qu'elle est juive ou pas, alors que les choses sont aussi claires, sont très claires. Je pense que vraiment, il y a l'acte que j'attends, les actions que j'attends, sont d'ordre du politique. C'est le politique qui peut mettre fin à cette circulation de mots de haine. C'est le politique qui peut mettre fin au déni, qui n'est autre chose qu'une possibilité de recommencer. Et ça cette action de politique qui juste reste dans une posture de regret, de regretter, de constater, mais qui ne passe pas à l'agir, eh bien, nous aurons toujours à commémorer, à nous souvenir jusqu'à n'en plus pouvoir. Mais quand même, prenons l'occasion pour rendre hommage aux victimes de cette haine, dire notre amitié à leurs proches et peut-être dire aussi à ceux qui sont aux plus jeunes d'entre nous que si nous sommes là, c'est pour qu'il ne leur arrive pas cela. Et que c'est pour ça que nous sommes là. Bon, merci. Gilles Manson. Si c'est au bénéfice de l'âge. Bonsoir à tous. C'est important d'être là. C'est important d'être là pour ce 80e anniversaire. Le président de la Ligue des droits de l'homme voulait absolument être là. Il l'avait prévu à son agenda et puis il a un problème de santé au dernier moment qui fait qu'il n'a pas pu être présent en personne et dire ce qu'il avait sur le cœur. Donc je présente les excuses de Malik Salampour qui préside la Ligue des droits de l'homme. Sinon, que dire? Pour ce 80e anniversaire, on commence à réaliser l'ampleur de l'événement. On commence à avoir des émissions de radio, des déclarations, une exposition qui est annoncée au mémorial de la Shoah. On commence à prendre conscience de la réalité de ce massacre de masse, de ce pogrom qui a fait, Tal Brutman nous en parlait et nous le décrivait fort bien il y a 2 jours, qui a fait plus de 1000 victimes. Et 80 ans après, on découvre. Alors, ce n'est pas le seul événement de ce type dont on mesure l'ampleur beaucoup plus tard. On pourrait, y compris pour le génocide des Arméniens, avec sa première vague sous Abdul Hamid, le sultan, fin du 19e siècle, qui annonce le principal massacre génocidaire pendant la Première Guerre mondiale. C'est une réalité qui émerge très lentement et avec retard. Pour les responsabilités dans le génocide des Tutsis du Rwanda, là aussi, on est en train de les établir, de les faire apparaître, ça prend du temps. Et on peut se poser la question de la manière dont les États, lorsqu'ils se mettent à développer une machine de propagande, développent comme ça des obstacles, des rideaux de fumée, des mensonges qui permettent de cacher la réalité. Voilà, donc ça commence sur ce massacre génocidaire, ce pogrom
de ce que les nazis ont appelé la nuit de cristal et qu'il ne faudrait pas appeler comme ça, nous a expliqué Tal Brutman. Hein. C'est un pogrom, il faudrait le désigner par son vrai nom, et qui à l'époque en France a été complètement sous-estimé. Voilà, il faut qu'on réfléchisse à ça, à cette indifférence qui peut à certains moments se diffuser dans une société par rapport à des drames humains gravissimes. Et je crois que c'est un problème d'hier, mais réfléchissons tous, chacun de notre côté, sans schématisme, mécanisme trop simpliste, eh ben, aux enseignements qu'on peut en tirer. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Nos amis de l'association Fonds Mémoire d'Auschwitz. Merci, bonsoir à tous. J'étais hier encore à Fribourg en Allemagne et je veux dire que j'étais très positivement, pas surpris, mais impressionné par tout le nombre d'appels de commémoration à cette nuit de cristal. Il y a 80 ans, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, les nazis se livraient au plus gigantesque pogrom que l'Allemagne ait connu depuis le Moyen-Âge. Commis par les membres de la SA, de la SS, de la jeunesse hitlérienne, de la Gestapo et autres forces de police, plus de 1400 lieux de culture et synagogues sont incendiés, plus de 7500 commerces détruits, plus de 1000 juifs assassinés, des milliers de déportés vers les camps de concentration. Dans notre lettre trimestrielle de novembre 2008, notre regretté ami David Ouvette avait publié un article sur la nuit de cristal, un article que nous mettons volontiers à votre disposition et dont je reprends quelques extraits. La nuit de cristal donnera le signal d'un déchaînement de violence qui allait embraser l'Europe. Cette nuit-là, c'est cette nuit-là que démarre ce qui allait être la Shoah. La nuit de cristal renforça chez Hitler son sentiment d'une impunité assurée et lui permit d'envisager sans crainte la suite de ses projets d'extermination. Bientôt, avec la Seconde Guerre mondiale, les victoires succédant aux victoires, les SS mettront progressivement au point leur technique de meurtre plus élaborée pour arriver à la mort industrielle que la conférence de Wannsee en janvier 1942 appelle par l'euphémisme la solution finale de la question juive et qui se traduira par l'extermination de plus de 6 millions de juifs en Europe. Merci Président Hershkovitz pour l'organisation de ce très intéressant colloque et de notre invitation à l'AFMA à participer à cette commémoration. Pour ceux qui ne connaissent pas l'AFMA, Association Fonds Mémoire d'Auschwitz, l'AFMA a un rôle de passeur de mémoire, rôle d'autant plus important que les témoins directs de cette période sont de moins en moins nombreux, même s'il reste encore quelques enfants cachés. À une époque où nous assistons à une sorte de renaissance des nationalismes, des idéologies meurtrières et criminelles, de la violence entre les États et les citoyens, de la xénophobie, du racisme et de l'antisémitisme, je voudrais à cet égard souligner l'appel de Beate Search et Arnaud Klarsfeld et les fils et filles des déportés juifs de France qui ont publié dans le Figaro de mercredi 7 novembre un appel à voter pour un parti pro-européen pour que l'Europe ne redevienne pas une multiplicité d'États antagonistes sur la voie d'une nouvelle catastrophe. Restons vigilants, car comme le soulignait Elie Wiesel, le vrai danger, mon fils, se nomme indifférence. Il appartient à chacun de nous de tout faire pour éviter cette indifférence, de se mobiliser, pour s'engager, pour la vie en commun, pour l'identité de la France, pour les valeurs de la République. Merci. Du cristal, ce n'en était pas. D'une nuit, il en fallut 3 pour perpétrer en toute impunité le crime d'un peuple abandonné unanimement à la barbarie d'infâmes Allemands, possédés par l'impérieux devoir de propager sans vergogne l'onde néfaste de l'idéologie nazie. Goguenard,
Ces grands généraux, Oberführer de la fureur d'extermination, Goebbels, Göring, sous la férule d'Hitler, ordonnèrent des permis d'incendier sans délai toutes les synagogues du pays, de démanteler la communauté juive en dynamitant toutes les maisons de recueillement, de briser méthodiquement tous les sceaux de Salomon, de faire disparaître l'identité juive en faisant voler en éclats les lettres de leur patronyme de 25 cm de haut, peintes en blanc, sur les vitrines de leurs magasins. Du cristal, ce n'en était pas. D'une nuit, il en fallut 3. Démembrement d'un peuple en direct, orchestré comme à l'opéra. Invité d'honneur, le peuple allemand, qui, sous le coup d'une vindicte militaire, animé du feu des vociférations et en touche finale de spoliation, a pris précipitamment, sans gants, la fin d'une cohabitation. Du cristal, ce n'en était pas. D'une nuit, il en fallut 3. La suite était inscrite dans les livres d'anticipation. Épuration, déportation, au mieux émigration. Pourquoi pas à Madagascar? Au mieux aux Pays-Bas. Ce furent les camps de concentration, les camps de la mort. Et si tous les pays du monde avaient ouvert leurs frontières, à l'abri de tous les bris, nous dormirions sereins. Merci, Aude Fredfond, pour ce poème. Nadia, à qui je très volontiers passe le micro. Je voudrais dire d'abord le sentiment de paix et d'assurance qui est le mien, d'être là pour la 5e année. À vrai dire, je ne me souviens pas très bien de la première fois. Je me souviens surtout de la fois où Donald Trump avait gagné le matin à la surprise et à l'effroi général. Je m'en souviens cette année parce que ces derniers jours ont aussi été marqués pour beaucoup d'entre nous par la surprise et par l'effroi, car certes, nous n'attendions pas grand-chose du chef de l'État, mais nous n'attendions certainement pas la réhabilitation du maréchal Pétain. Et face à cela, être ici, c'est à chaque fois le sentiment que malgré tout, des gens se battent et des gens ordinaires. Et je tiens à insister là-dessus parce que lorsqu'on a lancé cette commémoration, l'un de nos objectifs, c'était de briser une idée reçue et une idée terrible, selon laquelle la lutte contre l'antisémitisme, eh bien, c'était l'affaire de l'État, c'était l'affaire des institutions, que ça se faisait uniquement dans des colloques, dans des commémorations officielles avec des gens qui avaient des écharpes et que tout ça se passait très bien et qu'il n'y avait nul besoin pour les gens ordinaires de se mobiliser à nouveau, de rappeler la mémoire d'un génocide et de rappeler que les choses pouvaient recommencer. Ce qui semblait à l'époque un petit peu de la science-fiction, et certes même nous ne nous attendions pas à ce que le président des États-Unis soit soutenu par un parti dont les candidats n'hésitent plus, comme lors de la dernière campagne, à avoir des affiches ouvertement antisémites. Nous ne nous attendions pas non plus à ce que juste à nos frontières, juste à côté, en Italie, il puisse se passer des choses comme des chefs d'État et des membres de gouvernement lancer des attaques contre les francs-maçons, déclarer qu'on avait déjà assez donné à des survivants de la Shoah. Tous ces événements-là montrent que nous avions raison et que la lutte contre l'antisémitisme non seulement est au cœur de la lutte contre l'extrême droite, mais qu'elle doit être menée par tous et non pas réservée à l'État qui doit faire son travail, mais qui malheureusement, d'une part, ne pourra jamais le faire seul, et puis de plus en plus souvent à travers l'Europe et en Occident, ne le fait plus du tout. Ceci étant, et c'est peut-être un peu bizarre, je pense quand même qu'on a aujourd'hui malgré tout des raisons d'espérer, parce qu'on n'est pas juste 30 ou 40 ici. Il y a réellement de belles choses qui se passent et je crois que c'est très important de parler des belles choses. Et d'abord, je voudrais parler, puisque nous avons toujours été contre tous les racismes et notamment contre l'islamophobie, je voudrais d'abord parler de ces associations musulmanes qui, après la tuerie de Pittsburgh,
ont décidé de faire une collecte pour les familles des victimes. Je ne voudrais pas en parler parce que ça serait extraordinaire et étonnant, mais parce que cette fois, le monde entier a parlé de cette initiative, que partout, des musulmans, des juifs et des gens de toutes les origines s'en sont emparés pour appeler à l'unité contre toutes les haines. Et je pense que cela, c'est très important. Je voudrais dire aussi qu'on est 30 aujourd'hui, mais que nous étions des milliers à la marche blanche contre l'antisémitisme, qui a fait l'objet de commentaires odieux dans les médias et où Marine Le Pen a pu certes instrumentaliser une partie de la presse, mais je tiens à dire qu'elle n'a pas instrumentalisé les milliers de gens qui étaient là ce jour-là, et ça fait quelques années que je lutte contre l'antisémitisme. Très sincèrement, je pensais que ce serait encore une fois comme nombre de fois, c'est-à-dire que nous serions assez peu nombreux et puis finalement très peu variés dans nos expressions politiques. Et ce soir-là, j'ai vu Marine Le Pen se faire dégager une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et revenir uniquement parce que la police lui permettait de revenir. Et je l'ai vu se faire dégager par des gens de toutes origines, de toutes opinions, et avec une vraie force qui ne s'était pas vue dans la rue depuis longtemps. Voilà, donc on parlait de demander des actes. Moi, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne doit pas s'attendre à énormément d'actes au plus haut du pouvoir, mais je crois très sincèrement une chose, nous sommes les actes cette année et les années qui suivront. Merci. Nous sommes les actes, nous retiendrons cette formule. Comme je l'ai dit tout à l'heure, juste une précision, en Allemagne, et en allemand, très souvent le terme qui est utilisé, c'est le November Pogrom, plutôt que la nuit de cristal, le pogrom de novembre. Hein, les Allemands, en tout cas, font plus attention que nous. La nuit de cristal, ça s'est imposé comme terme, il faut le critiquer, mais c'est le terme qui s'est imposé. Néanmoins, il faut quand même se souvenir, comme Gilles Manceron l'a dit, la France a été, les autorités françaises, pas la France, les autorités françaises ont été les plus désinvoltes par rapport à ce qui s'est passé là-bas, malgré les rapports de l'ambassadeur français en Allemagne qui décrivait la gravité des actes nazis. 15 jours après la nuit de cristal, le ministre des Affaires étrangères nazi, von Ribbentrop, a été accueilli à Paris dans un grand dîner mondain. Et il semble, c'est assez avéré, que les 2 ministres de l'époque qui étaient d'origine juive, Jean Zay et Georges Mandel, on leur a demandé de ne pas se montrer à ce dîner pour ne pas donner d'urticaire à M. von Ribbentrop. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent, et c'est tout à fait encouragé, dire ce qu'ils ont à dire, prendre la parole, s'exprimer, c'est tout à fait libre. Ou redire quelque chose. Je sais que c'est pas facile, mais je ne veux pas solliciter nommément l'un ou l'autre. C'est ça, tu veux dire un mot? Ok, trop fatigué. Vraiment, je remercie cette Papazian qui, malgré sa grande fatigue, tient, elle aussi, c'est une fidèle, depuis 5 ans et présente chaque année. Et c'est quelque chose dont je suis fier, dont nous sommes fiers tous, et que nous voulons poursuivre. Chers amis, si personne ne se sent, pour des raisons X, Y, Z, ne se sent de prendre la parole, on va fermer le micro et tout le monde se mettra à parler du coup, entre nous. Voilà. Je vous remercie d'avoir été présents. Sachez qu'en tout cas, dans les années à venir, nous serons présents ici chaque 9 novembre, quel que soit l'an prochain, si je ne me trompe, ça va être un samedi ou un dimanche ou je ne sais pas quoi. C'est toujours décalé d'un jour. Et quel que soit le temps, nous serons toujours présents ici et nous essaierons de faire connaître, comme l'a dit Gilles Manceron tout à l'heure, de plus en plus ce qu'a été cet événement et à quel point il était annonciateur. Je voudrais juste rappeler, en conclusion peut-être, entre le 9 novembre, après le 9 novembre 1938, quelques semaines plus tard, Adolf Hitler a prononcé un discours devant le Reichstag, le Parlement, l'ex-Parlement, qui était à sa botte, le 30 janvier 1938. Ce jour-là, il a dit « Si jamais les Juifs réussissent à faire éclater la guerre,
puisqu'il attribuait aux Juifs la responsabilité de la guerre, celle-là même que lui voulait mettre en œuvre, alors qu'on sache qu'ils ne s'en sortiront pas, ça n'est pas eux qui gagneront, qu'ils sachent qu'ils seront exterminés en raison de cette guerre. Ça, c'est 2 mois après la nuit de cristal. Donc, ce n'est pas un événement suspendu en l'air, c'est quelque chose qui est dans une continuité. Depuis la prise de pouvoir, les lois de Nuremberg, la destruction des synagogues qui a commencé avant la nuit de cristal, la grande synagogue de Munich et surtout la synagogue de Nuremberg a été détruite le 9 septembre, si je ne me trompe, 1938, ou c'était au mois d'août, à 11h du matin, sous la commande de Julius Streicher, qui était le gouverneur de cette région, et l'animateur du journal antisémite Der Stürmer, un des pires, et qui a lui-même donné le signal de la grue et de la masse qui a détruit la coupole de la synagogue de Nuremberg. Et donc c'est un événement, la nuit de cristal, qui est en effet dans une continuité qui s'est terminée de la manière que l'on sait par la Shoah et par la destruction de la plus grande partie des Juifs d'Europe. Donc tout ça avec la collaboration d'un certain nombre de personnages, dont celui de Pétain. Encore un dernier mot peut-être. La déclaration d'Emmanuel Macron est d'autant plus folle ou toxique, parce que ce n'est pas de la folie, elle est toxique, qu'elle s'est passée quelques jours après l'anniversaire de la rencontre de Montoire entre Hitler et Pétain, en octobre 1940, à la demande de Pétain, qui est allé tout à fait librement, et au cours duquel ils ont scellé la collaboration. De la même manière, il y a toujours des correspondances énormes dans l'histoire. Il a été question de Pittsburgh. La tuerie de Pittsburgh se déroule 13 jours avant le 9 novembre. Est-ce que c'était dans la tête de ce type Bowers, qui a fait ce meurtre, enfin cette tuerie, ou est-ce que c'est une pure coïncidence? Mais l'histoire est comme ça, tout le temps traversée de ces correspondances, et nous avons besoin d'y réfléchir en effet, mais surtout de nous emparer de cette histoire et nous-mêmes de reprendre le drapeau du combat antifasciste et du combat de tout le monde contre le fascisme, qui est tellement d'actualité maintenant. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Oui, bien sûr, Gérard. Vas-y, Gérard. Il va nous parler de ce week-end. Nous faisons fort justement, comme Albert y invite, et le lien entre ce pogrom de 1938 et puis le fascisme et les différents massacres qui ont eu lieu depuis. Depuis 7 ans, il y a une extermination en Syrie qui probablement avoisine 500 000 victimes, probablement 20 à 30 000 morts sous la torture, par ce régime d'Assad qui, on le sait, est en place depuis 1970, qui a fait appel à des anciens nazis, en particulier Alois Brunner, pour muscler son appareil répressif. Et ce régime, on le sait également, est soutenu par l'ultra-droite. Donc on connaît très bien de qui il s'agit, et malheureusement par une partie de la gauche. Voilà, il faut quand même le préciser. Donc je crois qu'il est important de faire le lien entre ce qui nous a amenés ici et puis le Rwanda, l'Arménie et aujourd'hui ce génocide syrien. Merci. Merci à toi Gérard. Et d'ailleurs ce week-end il y a différentes manifestations, etc., etc. Voilà, le micro se ferme, mais la parole va se libérer du coup.